Ce que je vais vous dire devrait secouer chaque Africain au plus profond de lui-même. Aujourd'hui, nous assistons à l'un des moments les plus humiliants de notre histoire sportive. La Coupe du Monde 2026, censée être une fête pour tous, est en train de devenir un cauchemar pour les supporters africains. Imaginez, vous avez acheté votre billet, vous avez économisé pendant des années pour ce rêve. Et pourtant, on vous refuse l'entrée aux États-Unis. Même avec un ticket en main, même en ayant tout préparé, vous pouvez être refoulé à la frontière, sans explication. Pourquoi? À cause de nouvelles politiques discriminatoires qui frappent de plein fouet les supporters africains. Les États-Unis exigent maintenant des cautions allant jusqu'à 15 000 $, rien que pour avoir une chance, rien que pour faire la demande de visa, pour assister à un simple match de football. À ce prix-là, combien de familles africaines peuvent encore espérer vivre la Coupe du Monde? Et ce n'est pas tout. Sur les 39 pays touchés par ces restrictions, c'est l'Afrique qui paie le prix le plus fort. 9 de nos nations ont gagné leur place sur le terrain, à force de talent et de persévérance, mais on refuse à leurs supporters le droit d'être là pour les encourager. Ce n'est plus seulement une question de sport, c'est une question de dignité, de respect, d'égalité. Allons-nous accepter d'être humiliés, d'être traités comme des indésirables à la table de la fête mondiale? Ou bien allons-nous, cette fois, refuser ce traitement et faire entendre la voix de l'Afrique? Ce qui se joue ici, c'est notre place dans le monde, notre fierté et notre avenir collectif. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Revenons sur les faits et comprenons ce qui se joue. Ce qui devait être une fête est devenu un scandale international. La Coupe du Monde 2026, ce rendez-vous planétaire que des millions de supporters africains attendaient avec impatience, s'est transformé en cauchemar. 9 nations africaines, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, se sont qualifiées, prêtes à écrire une nouvelle page de l'histoire du foot africain. Sur le terrain, nos joueurs sont attendus. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui font battre le cœur des stades, qui chantent, dansent et portent nos couleurs avec une fierté sans égale? Les supporters africains, eux, se voient fermer les portes. Les États-Unis, pays hôte, imposent des restrictions inédites. Pour beaucoup, c'est l'impossibilité pure et simple de faire le voyage. Cautions exorbitantes allant jusqu'à 15 000 $ exigés par personne. Visa refusés arbitrairement, même à ceux qui présentent leur réservation d'hôtel et billets en main. Ce n'est pas un contrôle, c'est une exclusion. D'autres nations sont touchées, Haïti, Iran. Mais l'Afrique, elle, paie le prix fort. On ne parle pas ici de quelques désagréments administratifs. Ce sont des milliers de rêves brisés, des économies sacrifiées, des familles privées d'un moment historique. Pire, on nous considère, nous, supporters africains, comme une menace. Les discours officiels parlent de sécurité, de procédures complexes, de tensions diplomatiques. Mais la réalité, c'est que ces politiques sont dessinées pour décourager, voire empêcher, les Africains de venir. Pendant que les supporters européens passent les contrôles sans encombre, nous, on est suspectés, interrogés et chargés de frais qui dépassent parfois le coût total du voyage. Ce traitement n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une logique plus large, où l'Afrique est systématiquement reléguée à la dernière place. Une logique qui dépasse largement les frontières du football. Il s'agit de respect, de reconnaissance, de la place que l'on accorde à notre continent sur la scène internationale. En acceptant ces conditions, c'est notre dignité collective que l'on piétine, notre voix que l'on étouffe. Ce n'est pas seulement l'accès à un match qui est en jeu, mais la façon dont le monde nous regarde et la façon dont nous décidons de répondre. Des leaders comme Julius Malema en Afrique du Sud parlent déjà de boycott, comparant ces politiques à l'apartheid. On ne récompense pas la discrimination par la participation. Et dans tout le continent, la question monte. Jusqu'où irons-nous pour défendre notre respect? Car accepter ou refuser ce traitement, c'est choisir non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Mais au-delà des chiffres et des interdictions, il faut comprendre la logique profonde derrière ces politiques.
Pourquoi, précisément, l'Afrique est-elle visée? Analysons maintenant ce qui se cache vraiment derrière ce scandale. Ce que cache la diplomatie, une volonté de tenir l'Afrique à l'écart. Car derrière les discours sur la sécurité ou la logistique se dissimule une réalité plus amère. Les États-Unis, pays hôte de la Coupe du Monde 2026, invoquent des raisons techniques pour restreindre l'accès des supporters africains. Mais soyons honnêtes, ce sont des prétextes. Quand les supporters européens franchissent les contrôles sans encombre, pourquoi les Africains se voient-ils imposer des exigences humiliantes, des procédures interminables, des frais exorbitants pour un simple visa? Ce n'est plus de la bureaucratie, c'est de la ségrégation. Et pendant que les frontières s'ouvrent aux uns, elles se referment aux autres. Le contraste est frappant. Les fans africains, passionnés et prêts à se sacrifier pour suivre leurs équipes, sont traités comme des intrus indésirables. C'est une exclusion déguisée, une manière polie de dire « vous n'êtes pas les bienvenus ». On parle ici de stigmatisation sur la base de la nationalité, parfois même de la couleur de peau. Le football, censé être le sport le plus universel, devient soudain un instrument d'exclusion. Où est la FIFA dans tout ça? Gianni Infantino et ses dirigeants se terrent dans un silence gênant. Aucune condamnation, aucune pression sur les organisateurs, aucun geste pour défendre l'équité. L'argent prime. Avec plus de 17 milliards de dollars attendus pour l'économie américaine, la FIFA ferme les yeux, tant que les stades sont pleins et les sponsors satisfaits. Pourtant, leur discours officiel, c'est l'inclusion, la diversité, le fair play mondial. Mais que valent ces slogans si, dans les faits, un continent entier est tenu à l'écart au nom de la politique et du profit? Cette injustice, l'Afrique ne l'accepte plus. Les réactions se multiplient. Des voix s'élèvent, comme Julius Malema ou Claude Makelele, pour appeler au boycott. Dans l'ombre, des alliances inédites se dessinent. Des pays africains discutent ensemble, envisagent des ripostes collectives. Sur le plan géopolitique, cela va bien au-delà du football. Expulsion des bases militaires occidentales, rapprochements régionaux, volonté d'indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Le sport n'est plus déconnecté de la souveraineté. L'Afrique réfléchit à sa place, à sa dignité, à ce qu'elle veut signifier sur la scène internationale. Il y a des précédents. On n'oublie pas le boycott massif de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. À l'époque, le sport avait été un levier contre l'injustice, un moyen d'exiger le respect et l'égalité. L'histoire montre que l'Afrique peut dire non, même si le prix à payer est lourd. Car le vrai enjeu est là. Soit l'Afrique accepte l'humiliation, reste spectatrice d'un jeu truqué et perpétue son statut d'invité de seconde zone, soit elle prend le risque de l'isolement, perd des milliards de revenus, mais impose enfin le respect. Alors, que se passerait-il si l'Afrique disait « stop » ici et maintenant? Si le boycott devenait réel, quelles seraient les conséquences pour notre continent et pour la toute-puissante FIFA? Et si l'Afrique disait enfin « non » ? Imaginez la scène. Le monde entier braque ses projecteurs sur la Coupe du Monde 2026. Mais cette fois, les gradins résonnent d'un vide frappant. Pas de chant, pas de couleurs, pas de tambour africain. Pourquoi? Parce que l'Afrique, face à l'humiliation, aurait choisi de se retirer, de boycotter. Ce simple geste, ce refus de cautionner des politiques discriminatoires, bouleverserait l'équilibre du football mondial, et bien plus encore. Le premier choc serait financier. On estime à près de 17 milliards de dollars les retombées économiques attendues pour les États-Unis grâce à la Coupe du Monde. Mais sans la participation active des supporters, des équipes et des télés africaines, cette manne fondrait comme neige au soleil. Les sponsors, eux, voient déjà leurs investissements menacés. Car une Coupe du Monde sans l'Afrique, ce n'est plus vraiment une Coupe du Monde. La légitimité même de l'événement serait ouverte à la contestation. Comment prétendre rassembler la planète quand un continent entier est laissé de côté ou réduit au silence par des barrières administratives? Mais le tremblement de terre ne s'arrêterait pas là. Imaginez l'effet domino. D'autres fédérations pourraient emboîter le pas. On l'a vu, l'Allemagne réfléchit ouvertement à un boycott. Des groupes de supporters au Danemark pressent à leur fédération de refuser leur place s'ils se qualifient. L'Iran, déjà privé de visa pour ses officiels,
menace aussi de se retirer. Si l'Afrique ouvre la voie, une crise mondiale pourrait secouer la FIFA, la forçant à revoir radicalement sa copie, voire à paniquer face à l'effondrement de son image d'organisateur neutre. C'est que la réalité est simple. Sans l'Afrique, il n'y a pas de Coupe du Monde globale. Nos équipes, nos joueurs, notre passion représentent bien plus que des chiffres d'audience. Ils sont le cœur, le rythme, l'âme même de cette célébration. Les réseaux sociaux s'enflammeraient, la presse internationale parlerait d'injustice et le débat sur la place des pays du Sud dans les grands événements ne pourrait plus être ignoré. Bien sûr, choisir le boycott n'est pas un geste sans conséquence. Pour nos fédérations, cela signifierait renoncer à des revenus essentiels, des financements qui nourrissent le développement du football local, des infrastructures et les rêves de milliers de jeunes talents. C'est un sacrifice réel, lourd, et qui pourrait durer des années. Mais l'enjeu dépasse l'argent. Il s'agit de montrer que la dignité africaine n'est pas à vendre, que notre place sur la scène mondiale ne doit pas dépendre du bon vouloir d'une administration étrangère. En même temps, ce bras de fer pourrait tout changer. Si l'Afrique tient bon, la FIFA serait obligée de négocier, d'imposer le respect de tous ses membres. D'autres compétitions, d'autres conférences internationales seraient forcées de reconsidérer leurs règles pour éviter d'exclure qui que ce soit, sous peine de perdre toute crédibilité. C'est peut-être l'occasion rêvée de rebattre les cartes et d'exiger que le respect devienne la norme, plus l'exception. Mais concrètement, comment l'Afrique peut-elle transformer ce défi en levier d'action et de respect? Le vrai pouvoir de l'Afrique commence quand elle dit « assez ». Oui, le vrai tournant, il est là. Au moment où, collectivement, nous décidons que la dignité n'est plus négociable, que le respect n'est pas un bonus, mais un dû. Un boycott crédible, réfléchi, ce n'est pas simplement tourner le dos à une compétition, c'est utiliser une arme de négociation que l'Afrique n'a jamais vraiment osé brandir sur la scène mondiale. Imaginez le poids d'une décision où toutes les fédérations africaines, main dans la main avec la CAF et soutenues par l'Union africaine, déclarent « Nous ne jouerons pas tant que nos supporters seront traités comme des citoyens de seconde zone ». Ce choix, il n'est pas facile, on en est conscient. Il y a derrière des enjeux économiques, des rêves de jeunes joueurs, des milliards de dollars en revenus pour les fédérations et même la promesse de visibilité mondiale. Mais à quoi sert de remplir les stades si la jeunesse africaine grandit en pensant que la soumission est la seule voie pour exister sur la scène internationale? Renoncer à la dignité aujourd'hui, c'est rendre la prochaine génération encore plus vulnérable à l'humiliation de demain. En revanche, privilégier la dignité sur le gain immédiat, c'est affirmer une certaine idée de l'Afrique. Celle qui refuse d'accepter l'inacceptable, qui pose ses propres règles, qui inspire ses enfants à ne plus jamais courber l'échine. Ce n'est pas uniquement une question de football. C'est un signal envoyé à tous ceux qui penseraient pouvoir exclure, discriminer ou humilier le continent sans conséquence. Si l'Afrique se tient unie, impose ses conditions et fait preuve de solidarité, alors elle transforme ce qui semblait être une faiblesse, l'exclusion, en force. Le boycott, s'il est massif et résolu, devient alors un levier puissant. Il force la FIFA et les organisateurs à se poser les vraies questions. Peut-on encore parler de Coupe du Monde sans l'Afrique, sans ses équipes, sans ses supporters passionnés? L'événement garderait-il sa légitimité, son universalité? Mais attention, la solidarité est la clé. Si chaque pays agit isolément, on cédera encore une fois face à la pression et à la peur de perdre. C'est lorsqu'on parle d'une seule voix que le monde écoute. Et c'est cette unité, soutenue par nos institutions, qui peut changer l'histoire. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, mais de rappeler que la dignité n'a pas de prix. Qu'aujourd'hui, l'Afrique a le choix, écrire une nouvelle page ou accepter que d'autres l'écrivent à sa place. Au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas un simple match de football, c'est le respect que nous exigeons dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels. La jeunesse africaine a besoin de modèles qui affirment la valeur de chacun, pas d'exemple de résignation. Ce choix donne le ton pour toutes les relations internationales de demain. Alors, la décision appartient aux fédérations, aux gouvernements, mais surtout aux peuples africains. Le monde observe. L'histoire jugera.
Il reste une question à trancher et un message à porter collectivement. Le monde nous regarde. L'histoire jugera notre choix. Sommes-nous prêts à accepter l'humiliation aujourd'hui, au risque de voir cette injustice s'installer durablement dans nos vies et celles de nos enfants? Ou bien sommes-nous assez unis, assez fiers, pour relever la tête et dire « Assez, ça suffit ». Ce qui se joue ici dépasse largement les terrains de football. Ce n'est plus seulement une question de sport ou de spectacle. Il s'agit de savoir quelle valeur nous accordons à notre dignité, à notre voix, à notre place sur la scène internationale. Car accepter l'humiliation aujourd'hui, c'est l'institutionnaliser pour demain. C'est ouvrir la porte à des générations entières de supporters africains à qui l'on dira encore « Votre passion ne compte pas, votre présence dérange, votre rêve n'a pas la même valeur que celui des autres ». En participant à cette Coupe du Monde dans de telles conditions, nous envoyons un message terrible. Que l'Afrique peut être ignorée, méprisée, reléguée au second plan, et que cela n'aura aucune conséquence. Que nos rêves de jeunesse, que nos victoires sur le terrain, que nos devises et nos hymnes ne servent qu'à décorer des affiches, mais que, dans les faits, notre humanité reste négociable. Oui, le prix d'un boycott serait lourd. Oui, dire non à des milliards de dollars, à la visibilité, à la fête mondiale, c'est un sacrifice. Mais le prix d'accepter l'humiliation, lui, serait bien plus lourd encore. Il pèserait sur notre conscience, sur notre histoire, sur l'image que nos enfants retiendront de nous. Regardons autour de nous. Les générations passées se sont battues pour notre liberté, pour notre indépendance, pour notre dignité. Voulons-nous être la génération qui, par peur de perdre quelques gains matériels, accepte de se courber? Ou serons-nous celles qui, enfin, décident de tracer une nouvelle voie, celle du respect, de l'égalité, du refus de l'humiliation? Ce choix, il ne revient pas qu'aux fédérations ou aux dirigeants. Il nous appartient à tous. Ce n'est pas seulement de football qu'il s'agit, c'est de la manière dont l'Afrique sera regardée, écoutée, respectée pour les décennies à venir. Aujourd'hui, nous pouvons poser les bases d'un nouveau rapport de force. Montrer au monde que la dignité africaine n'a pas de prix. Que nous ne sommes pas là pour quémander l'approbation de qui que ce soit, mais pour rappeler que sans respect, il n'y a pas de vraie fête, pas de vraie compétition mondiale. L'histoire nous observe. Nos enfants aussi. Quelle génération voulons-nous être? La réponse, c'est maintenant qu'il faut la donner.